Audio Jungle. Se motiver soi-même par le désir de gagner plus de trophées. C'est une citation signée Robert Lewandowski. Ceci pour donner le coup d'envoi de Plateau Foot Europe. Le Bayern déroule, le Barça coule. Pendant ce temps, Messi enchante le parc. Ronaldo conforte son statut de héros à Old Trafford. Ailleurs, le Real et le Milan, c'est sombre à domicile. Nous évoquons les grands enseignements de la deuxième journée de la C1 et de la C3. Dans la première partie de cette émission, la seconde plante le décor sur le calendrier des majeurs avec un explosif Liverpool, Manchester City. Et pour nous accompagner durant toute la durée de cette randonnée, Franck Nounyama, il est bien là en mode El Hadj ou Sultan, on pourra dire ici. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, Vincent, on va saluer également Noël. Merci, c'est un plaisir d'être là. En forme, hein? En forme, ça va. Même si, oui, vous êtes un peu abattu par une mauvaise nouvelle hier, mais bon. Oui, beaucoup de courage à vous et à nous tous. Ça ira. Et nous saluons également Vicente Noussoulé qui est là avec nous. Bonjour cher ami. Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs et bon mois Dr Val. Vous allez bien? Très bien, pas la grâce. Même si votre équipe, le Real, a été punie par le shérif, on va en parler tout à l'heure. Noël de Souza, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, bonjour Branché et bonjour également aux amis du shérif. Vous allez bien? Oui, ça va. La vous forme. Êtes sûr? Oui, ça va, puisque quand on sait d'avance qu'on est en train de balader. Oui, quand on sait d'avance, on va rentrer dans le débat tout à l'heure. Quand on sait d'avance qu'on est en train de... Oui. Quand on sait d'avance qu'on est en train de balader, on comprend. Maintenant, le problème, c'est que Benfica, on comprend, mais le shérif... Allez-y comprendre. Et Lomadovo et Théo Ajavon, c'est le duo technique. Salut sportif à vous, très chers fidèles de la 91.9. On vous souhaite un excellent mois d'octobre sous, on pourra dire, la pluie de bénédictions divines à tout point de vue. Et soyons prudents dans tout ce que nous faisons. PFE 679. Let's go right now. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Nous démarrons cette émission, l'épisode 679, avec des questions qui nous sont parvenues pour comprendre un peu plus l'actualité au niveau des majeurs du football européen. Alors, je me tourne tout de suite vers le spécialiste de la Bundesliga, Franck Nounyama. Il y a la question de Kossi Koutoglu qui demande à savoir qu'est-ce que Julian Nagelsmann a apporté de nouveau dans le jeu du Bayern. Julian Nagelsmann n'a pratiquement rien changé. Avant son arrivée, le Bayern était pratiquement un rouleau compresseur du championnat allemand. C'est une super puissance de ce championnat-là, avec des joueurs intéressants individuellement et collectivement. Vous allez voir qu'il a gardé pratiquement la colonne vertébrale sur laquelle s'appuyait son prédécesseur Hansi Flick. Je parlais du gardien Neuer, je parlais de Kimmich, je parlais de Thomas Müller et puis d'autres joueurs. Je crois que cette équipe, elle avait déjà de la valeur, de la puissance. Nagelsmann peut-être n'est venu que pour continuer sur cette lancée. Il a fait venir d'autres joueurs comme Upamecano qu'il connaît très bien du côté de Leipzig. Il a fait venir également Sabitzer. C'est juste pour renforcer un peu quelques domaines un tout petit peu défaillants. Mais le Bayern de Munich est déjà très fort avant son arrivée et il ne peut pas faire mieux. Lorsqu'on fait la comparaison sur la saison dernière où l'équipe a tout gagné, donc, il veut juste continuer sur cette lancée. C'est vrai que lorsqu'on arrive comme entraîneur, on a envie de pouvoir apporter sa vision. Mais par rapport à la vista, à la puissance de l'équipe pour le moment, on ne voit pas ce qu'il a changé dans cette équipe. Aujourd'hui, certes, quand on jette un coup d'œil au classement, le Bayern est à sa place. Hein. Donc, c'est en toute somme logique. Oui, logique. Deuxième question, comment expliquer le retour en sélection de Zlatan avec la sélection suédoise à bientôt 40 ans? La question est de Jean-Louis Larré. Vicente. Mais
ça fait rire. Maintenant, c'est très intéressant de revoir Zlatan Ibrahimovic en sélection suédoise. On sait que déjà en 2014, il avait quitté, à 34 ans. Quand il avait 34 ans, il avait quitté, lors de l'Euro. Donc, en 2016, justement, en poule, face à la Belgique, sur un score de 1-0, où la Suède avait perdu. Donc, il avait quitté la sélection. Mais en 2018, quand la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, Zlatan a quand même exprimé sa volonté de revenir en sélection. Sauf que le coach qui était, Jen Anderson, n'était pas aussi favorable à un retour de Zlatan Ibrahimovic. Mais Zlatan Ibrahimovic, comme on le connaît, c'est un joueur qui lance souvent des piques et prend des décisions à lui seul. Donc, il avait tout simplement tweeté en ce moment que cela ne dépendrait pas de l'entraîneur, qu'il soit en sélection, mais cela dépendrait de lui. Et donc, je pense qu'il était tout simplement dans sa logique. Maintenant, on sait qu'il avait quitté l'Europe pour rallier les USA, donc il avait un peu perdu en visibilité, surtout au niveau des statistiques. Maintenant, il a pris la décision en retour de revenir à l'AC Milan pour tout simplement faire attirer sur lui les projecteurs. Et je pense qu'il a fait une saison extraordinaire à l'AC Milan en 2018 qui lui a vraiment permis de revenir en sélection, faire sa 117e sélection avec la Suède. Maintenant, après les blessures l'ont éloigné tout simplement des terrains. Maintenant, ce retour-là, je pense que c'est logique parce que depuis que Zlatan Ibrahimovic est arrivé à l'AC Milan, même s'il n'a plus les jambes ou encore les chiffres de 18, 19 ou 20 ans, je pense qu'il mérite quand même d'être en sélection, même s'il n'est pas forcément... Une valeur ajoutée, en tout cas. Même s'il n'est pas forcément titulaire, il peut apporter de son expérience. Même sur le banc. Parce que, il reste quand même le meilleur buteur de la sélection avec 62 réalisations. Donc, exactement. Je pense qu'il a quand même sa place encore que... Il doit peut-être libérer la place de titulaire à certains jeunes qui sont en train de venir. Pourquoi pas? Et on suivra le parcours acte 2 ou acte 3 de Zlatan en sélection. Il aura 40 ans dimanche, le 3 octobre. Et on parle de cette question, la troisième et dernière, d'un certain Gauthier Monsou qui, je vous pose la question, mon cher Noël. Pensez-vous que Coman va encore coacher le Barça? Oui, pour le moment, il est le numéro 1 sur les bancs du Barça. Et sur l'avenir nous dira, vous savez, Coman est arrivé dans des conditions qu'on sait un peu tous. Il était dans les bonnes mains ou dans ces beaux jours avec cette sélection néerlandaise. Ça marchait quand même avec des jeunes joueurs. Et il a ancien joueur de la maison, c'est-à-dire ancien joueur du FC Barcelone. D'ailleurs, son nom est gravé parce que c'était quand même le buteur, celui qui permettait à Barça de soulever pour la toute première fois la Ligue des Champions sur un coup franc magnifique. Donc je pense que tout ce qu'il a eu à faire par le passé a quand même ou aurait quand même poussé les dirigeants à donner confiance à Coman qui est sur le banc. Il faut tout de même rappeler que, à mon humble avis, le choix de Coman à un moment donné de ne pas faire confiance à lui, Suarez, c'est-à-dire la façon dont Suarez a été jeté, parce que c'est vrai, Bartomeu ne voulait plus trop de Suarez, mais Coman en a également participé. On se souvient de ce coup de fil de quelques secondes pour demander à Luis Suarez, qui a quand même donné beaucoup au FC Barcelone, de quitter la maison. Maintenant, quand Suarez part, vous ramenez qui? Et aujourd'hui, sur le banc du Barça, le problème ou le grand souci, c'est qu'il y avait quand même un arbre qui essaie quand même de cacher la forêt qui est partie. C'est un baobab. Lionel Messi, vous savez, dans cette rencontre, l'autre fois face à Benfica, un Lionel Messi, vous allez voir peut-être un match nul ou peut-être une victoire du Barça. Pour vous aujourd'hui, Coman va-t-il rester ou pas? Oui, je pense je pense que cette responsabilité-là appartient à Joan Laporta, qui à lui seul, parce qu'il ne faut pas quitter, il ne faut pas oublier le fait que cette situation, cette crise sanitaire bouge tout, chamboule tout. Si le Barça était le grand Barça avec les moyens, je dirais que juste après ces 3-0, on dit Coman partez. Maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens financiers. Oui. Aujourd'hui, vous dirigez un club qui est endetté, vous l'envoyez Coman, vous prenez qui? C'est la question qu'il faut se poser. De toute façon, il est en sursis.
Le mot il est lâché, on serait en train de cocher quelques noms sur l'affiche. On parle de Pirlo, on parle de Gallardo, Marcelo, on parle de Robert Martinez, on parle de Xavi. Donc il est en sursis. N'est-ce pas? S'il ne gagne pas le prochain match en championnat, il quitte le bateau. Ce sera face à l'Atlético de Madrid. Bien sûr. Et on parlera également de cette clause. Si jamais Koeman quittait le Barça, le club devrait verser 12 millions d'euros. C'est beaucoup en ce moment de crise. Selon les indiscrétions, c'est déjà prise la décision. Johan Laporta a pris la décision de limoger Ronald Koeman après le match contre l'Atlético. Que ce soit une victoire, une défaite ou un nul. Je pense que la décision officielle va sortir après. Est-ce la meilleure décision en attendant de voir? Merci messieurs justement d'avoir su donner vos avis sur ces différentes questions et merci également à toutes ces personnes-là. Vous pouvez toujours continuer à nous poser des questions sur la page Facebook de l'émission Plateau Foot Europe Live. Fini justement pour la rubrique questions des auditeurs cette fois-ci. La Ligue européenne des champions, la deuxième sortie des matchs de poule avec les différents résultats. On va s'attarder sur le groupe A du Paris Saint-Germain qui recevait à domicile Manchester City. Score à l'arrivée 2-0 et à Idrissa Gana Gueye. Enfin, j'en suis arrivé qui est passé par là. Et puis, très attendu, le but de Lionel Andrés Messi. Il a fait face au parc, dans un parc très très rempli grâce à une passe décisive de Kylian Mbappé. Un éclair de génie dans un parc tout acquis à la cause de cette équipe du Paris Saint-Germain. On a vu même Pochettino souvent assez réservé qui a jubilé sur ce but. Il était attendu à Franck Nouyama enfin. Oui, c'était attendu. Le meilleur joueur du monde qui est arrivé au Paris Saint-Germain. Tout le monde attendait ce but de Lionel Messi depuis très longtemps parce que Messi à Paris, même sur son lit dans sa chambre, il doit marquer. Il ne marquait pas et cette fois-ci il a fait. De quelle manière? C'est du pur Messi. C'est du pur Messi, la conduite de balle. Il s'appuie sur un partenaire, on décale et il frappe. Je crois que ça a été très intéressant cette phase de jeu avec la petite touche de Kylian Mbappé pour lui laisser le ballon dans les meilleures conditions et la frappe, on connaît Messi dans ces conditions, il est inarrêtable et c'est bien pour lui, sinon la pression devenait trop grande. Cette équipe de City, vous l'aviez dit la dernière fois, avait un avantage psychologique. Oui, parce que Paris n'arrivait pas à battre cette... Vous a-t-il déçu ? Non, je ne dirais pas, parce que Paris, sur ce match, a joué un match plein, on peut le dire, même si City a vendangé beaucoup d'occasions. C'était un grand Donnarumma aussi. Voilà, c'était donc une équipe de City qui arrivait en confiance, parce que elle n'a jamais perdu devant Paris. C'est des nuls. C'était la première fois pour le Paris Saint-Germain de battre Manchester City. Donc, c'était mérité. Ça n'a pas été volé. Cette équipe du Paris Saint-Germain, on demande souvent le niveau d'exigence de la part des joueurs. Vous l'avez vu dans ce match-là ? Oui, on l'a vu, sauf qu'en face, les joueurs de Man City aussi n'étaient pas aussi en forme, en référence le De Bruyne, qui tout simplement a déçu sur Ont-ils lâché trop d'énergie dans le match face à Chelsea en championnat ? Oui, je pense que ça peut aussi être une raison, mais je pense que le Paris Saint-Germain a été un peu plus à la hauteur de ce match parce que vous savez, contre Bruges, cette équipe a été tout simplement critiquée, beaucoup de fois critiquée parce que elle ne faisait pas, ne reflétait pas en fait dans son jeu les potentiels qu'elle avait en son sein. Et vous avez Neymar, vous avez Mbappé, vous avez Lionel Messi aujourd'hui, donc vous devez tout à coup gagner, tous les matchs doivent être des victoires. Maintenant, face à l'équipe de Man City, je crois que Pochettino a bien étudié le jeu de Pep Guardiola qui s'est fait tout simplement surprendre parce que quand on prend ce but de Gana Gueye qui arrive tout simplement à point à la 46e minute pour tout simplement déjouer les plans de Pep Guardiola, surtout ce deuxième but qui coule tout simplement.
Oui, en première mi-temps, je pense. En première mi-temps, plutôt. Et surtout ce deuxième but de Lionel Messi qui vient tout simplement déboussoler toute l'équipe de Man City. Surtout, ce qui est intéressant sur le but, c'est que les défenseurs ou le gardien de Man City s'attendaient à ce que Lionel Messi ouvre le pied. Et pourtant, il a tout simplement fermé de l'autre côté du poteau. Je pense que le Paris Saint-Germain, avec cette victoire-là, revient tout simplement sur la scène parce qu'il y avait eu une contre-performance contre Bruges. Je pense que c'est tout simplement extraordinaire ce qu'ils ont fait. Maintenant, par rapport à Man City, je pense qu'ils ont tout simplement été manger. Merci beaucoup. Surtout au milieu de terrain. Et Leipzig, de l'autre côté, qui a courbé les chines. Oh, combien cette équipe menée à domicile, mais rattrapée par Bruges. Et justement, le club belge finit par l'emporter. 2-1 dans la poule B. On a Porto qui a coulé face à Liverpool, 1-5. Et puis, Noël de Souza, la belle victoire de l'Atlético, renversante face au Milan. C'est même si Franck Kessié a pris un double jaune, synonyme de rouge derrière. Oui, sur le carton même, l'arbitre, à mon humble avis, a été un peu sévère parce que c'est vrai, certes, il y a eu une action, mais c'était pas intentionnel. Kessié n'avait pas, quand vous suivez un peu la vidéo, Kessié n'avait pas eu l'envie de faire du mal à son adversaire. Maintenant, sur cette rencontre, vous savez, le Milan AC avait quand même mis un but, mais ce second but-là qui leur permettrait de se mettre à l'abri n'a pas été marqué. Kessié, d'ailleurs, qui avait eu à contrôler la balle et une belle retournée sur la transversale. Mais là, on a senti un peu que les joueurs du Milan AC essayaient de forcer et derrière, on n'a pas pris le soin de se mettre. Maintenant, il faut signaler également un but d'Antoine Griezmann dans cette rencontre. Depuis un bon moment, il n'arrive plus à mettre la balle au fond, du moins en club. Ancien joueur du Barça. Oui, un ancien joueur du Barça. Plusieurs analystes même. Il est emprunt. Oui. Plusieurs analystes même du football essayaient quand même de se demander qu'est-ce qui n'allait plus avec ce garçon. Justement. Bien en forme avec l'équipe de France, mais en club, il n'arrivait pas. Mais il a permis à l'Atlético de Simeone, dans ses habitudes, de mettre. Et maintenant, comment est-ce que Suarez met en fin de partie ce penalty. Attention, Maignan a failli sortir la balle, mais c'est Suarez quand même. Il y avait de l'expérience. Bon, c'est une belle chose pour l'Atlético d'aller gagner à l'extérieur, surtout en Italie. C'est très important quand on sait qu'en championnat, ils ont quand même mordu la poussière avant de revenir en Ligue des Champions. Dans cette Ligue des Champions, le Grand Milan AC, en tout cas, on rappelle que c'est l'une des équipes qui a gagné le plus de trophées derrière le Real Madrid dans cette compétition. 7 au total. Merci de nous le rappeler. Et comment peut-on parler de Lionel Messi et ne pas évoquer le cas Cristiano Ronaldo, un grand sauveur de Manchester United. Difficile match du côté d'Old Trafford, mais le Portugais est passé par là. Cristiano Ronaldo, le Superman sur le terrain. Ça lui fait en tout 178 matchs disputés. C'est un record dans la compétition. 136 buts marqués, 42 passes décisives. Son premier match en Ligue des Champions remonte au 1er octobre 2003. Cristiano, on pourra dire que Old Trafford, c'est son jardin, il s'y plaît bien. Oui, pas seulement Old Trafford, mais la compétition en question, la Ligue des Champions. On sait que Cristiano Ronaldo, c'est quand même le plus grand joueur de cette compétition-là. Et le héros, le super-héros de cette compétition, parce que meilleur passeur de l'histoire de cette compétition, meilleur buteur en phase de poule, meilleur buteur en phase finale, meilleur buteur en phase éliminatoire, meilleur buteur de toute la compétition de l'histoire. Je pense avec 136 réalisations, aujourd'hui 178 apparitions devant Iker Casillas qui était resté à 177. Sauf que lui n'est plus en activité. Oui, il n'est plus en activité. Donc, ceux qui sont en activité, c'est quand même Lionel Messi avec 151 apparitions. Donc, je pense qu'en gros, Cristiano Ronaldo est arrivé dans un club où il pense aider Manchester United à atteindre... Dans de pareilles circonstances, des matchs compliqués, difficiles. Oui, à franchir un palier. On sait qu'il est quand même l'auteur de ces belles soirées en Ligue des Champions. On se rappelle du Real Madrid contre Wolfsburg en 2016. On se rappelle contre l'Atlético en 2018 quand il était à la Juventus. La fois passée, c'était face au Villarreal. Les 3 points qui étaient très importants parce que Manchester United était dos au mur. Donc, je pense que Cristiano est passé par là. Ça n'étonne personne parce que ça devient une habitude
pour ce garçon de faire tout ça là. Maintenant, le prochain palier à franchir, c'est quand même amener cette équipe de Manchester United à sortir des poules, à atteindre une demi-finale, peut-être une finale. En Ligue Europa. On ne sait pas. Non, elle n'est pas d'accord avec eux, mais bon, c'est normal. On a vu la dernière fois Usain Bolt également qui était en tribune avec Sir Alex Ferguson qui ont jubilé juste à la fin de ce match renversant de Manchester United. Vous avez sorti le mot, c'est un match renversant. Manchester United souffrait face à cette équipe de Villarreal. C'est quand même, ils avaient en tête de prendre leur revanche puisque cette équipe l'avait battu en finale de la Ligue Europa. Donc c'était un match très tendu, mais en même temps beaucoup de pression pour Cristiano Ronaldo qui est venu pour élever un tout petit peu encore une fois le niveau de cette équipe de Manchester, un peu trimballé, malmené. Mais finalement, à la 95e minute, il fait le boulot et ça fait lever de son siège Usain Bolt avec à côté Sir Alex Ferguson. Donc, on dit tout simplement que c'est un phénomène. Vicente a rappelé les meilleurs à tous les niveaux. Il y a quelques minutes, donc, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur exceptionnel. Maintenant, il va falloir conduire cette équipe parce que toute la pression se retrouve sur ses épaules. On pense aujourd'hui que c'est lui qui pourrait apporter ce qui manquait à Manchester United. Donc voilà, tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Ça fait 2 buts avec le club en 2 journées. Exact. C'est déjà super avec l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc on se plaît à le voir réaliser de telles performances. C'est comme du vin, plus il vieillit, plus il devient bon. Donc, lorsque vous regardez un peu le ratio, 178 matchs, 136 buts, c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme et il n'y a pas de superlatif pour qualifier en tout cas ce super compétiteur qui est Cristiano Ronaldo. Et dans cette poule F, on rappelle qu'il y a un but à 0 pour l'Atalanta Bergame face au Young Boys Bern. On va s'intéresser au Real Madrid, voilà, qui a été arrêté par le shérif. Menotté et mis en prison de Guillaume par le shérif Tiraspol. Oui, mon cher Noël, vous l'aviez dit la dernière fois, Benzema, vous l'avez critiqué, vous avez été dur avec lui. C'est quelque chose qui, pour vous, ne vous surprend pas, cette défaite du Real à domicile? Une défaite du Real à domicile contre quel club, c'est la question. La défaite me surprend parce que c'était Sheriff en face. Parce que Sheriff, quand même, ce n'est pas un club qui est un habitué de la Ligue des Champions. C'est la première participation. Ce n'est pas un club qui est très connu. C'est suite à cette victoire-là que les gens sont intéressés à ce club-là. Ils viennent d'où? Ces joueurs de la Moldavie. Ils travaillent l'ancien club de Mama Gafar. Donc, vous voyez un peu que les gens m'ont trouvé trop dur avec Benzema. Oui. C'est vrai, il a mis un penalty dans cette rencontre. C'est normal. Mais il pouvait mieux faire. N'est-ce pas? Il pouvait largement mieux faire. Je l'avais dit. Mais vous avez chance que j'étais pas là à la fois. Vous êtes d'accord que le Real a eu tellement d'occasions dans ce match? Mais quand vous avez des vous avez été très dur avec Benzema. On ne va pas revenir sur ce sujet. Allez-y, Noël, allez-y. J'ai été très dur avec lui. La rencontre qui a suivi face à Sheriff me donne raison. Mais il n'est pas le seul quand même. Il n'est pas le seul, mais il a eu combien d'opportunités dans cette rencontre? Mais vous avez vu combien d'opportunités? Tout à l'heure, on vient de jeter toutes les fleurs à Cristiano Ronaldo. Dans cette rencontre, dans la rencontre United Villarreal, c'est pas parce qu'il a tout fait. C'est parce qu'il a été capable, à un moment donné, quand ça n'allait pas, de sortir le grand jeu. Ce que Benzema n'a pas pu faire. C'est ce que moi je demande à Cristiano Ronaldo. Oui, c'est pas Benzema, mais face à Sheriff, il peut faire du Cristiano Ronaldo. Alors, maintenant, quand vous suivez le Real Madrid, je l'avais dit, le vrai problème, le vrai souci de cette formation, c'est la défense. Plusieurs ne comprenaient pas, mais cette défense-là ne peut pas faire l'affaire. Militao, Nacho, Alaba. Ils ne peuvent pas soulever la Ligue des Champions. Alaba, ce n'est pas un habitué ce n'est pas un libéraux de trucs là. Il peut vous aider là, mais il se sent à l'aise sur le côté et il vous aide avec des centres offensivement. Vous avez des joueurs comme ça. Courtois était dans ces beaux jours en championnat ou sur les rencontres passées. Vous avez vu que ce Real Madrid se rachetait, parfois c'est mené, ça revient difficilement avec Vinicius Junior qui ne sait que courir. Et c'est vrai, dans cette partie-là face au Sheriff, il a eu un penalty, c'est lui qui l'a fait d'ailleurs à Benzema. Maintenant, je pense que Ancelotti a du moins
essayer de redonner du souffle à cette formation-là en début de compétition. Mais quand vous avez des vieux comme Kroos... Sur la durée, ce ne sera pas le cas. Kroos, Modric et Casemiro, qui ont joué assez de matchs, qui ne se sont pas reposés, qui sont très fatigués, conjugués à une défense qui est, à mon humble avis, poreuse. Ça ne passera pas. Ça ne va pas marcher avec un Benzema devant qui marque. D'accord. C'est bien noté. Oui. On va parler de la victoire, en tout cas intéressante, de la Juventus Turin à domicile face au tenant du titre Chelsea. Et puis derrière, on voit Thomas Tuchel qui critique le jeu de la Juventus. Mauvais perdant ou comment? Oui, très mauvais perdant, je pense. Chelsea n'a toujours pas été présent sur cette rencontre-là. Juventus a su jouer sur les qualités qu'elle avait et tout simplement contrer le jeu de Chelsea. Aujourd'hui, Tuchel doit comprendre que ça fait quand même plus de 6 mois qu'il est là-bas et que les entraîneurs, les autres anciens, ses collègues sont en train tout simplement d'étudier le jeu qu'il produit pour qu'il soit contré lors des grandes rencontres. C'est ce que la Juventus de Massimiliano Allegri a fait tout simplement la fois passée. Maintenant, au début du match, on pensait que l'absence de Morata et de Dybala allait être défavorable à la Juventus, mais ce n'était pas le cas. Il y avait un certain Federico Chiesa qui depuis un moment était en train de faire le travail et sur ce match il a été tout simplement le meilleur, l'homme du match. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à lui que la Juventus a encaissé ces points-là et surtout grâce à un retour sur la pelouse de Giorgio Chiellini qui a tout simplement harangué toute sa défense au niveau pour tout simplement contrer les affûts et les velléités offensives de cette équipe de Chelsea. On a vu Lukaku tenter plusieurs fois, mais n'y est pas. Ça n'a pas marché. On a vu cette équipe de Chelsea tout simplement essayer toutes les possibilités, mais ça n'était pas le cas parce que la Juventus était présente en dehors du départ de Cristiano Ronaldo. Vous chutez, s'il vous plaît. Qui avait été défavorable. Je pense que la Juve est en train de revenir collectivement. Et si elle continue sur cette lancée, elle pourra faire tout simplement beaucoup de surprises. C'est ce qu'on retient de votre analyse. Et dans cette poule H, le Zénith s'est baladé devant Malmö 4-0. Et l'on s'intéresse au groupe E du Bayern qui était, on pourra dire, tout à l'aise à domicile face au Dynamo Kiev 5-0. Et puis derrière, c'est le Benfica qui fait humilié, qui enfonce le Barça. On parle de crise. Vous partagez cet avis? Oui, il y a forcément crise lorsqu'on est le Barça et que sur 2 journées de Ligue des Champions, on a 0 points avec 6 buts encaissés. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 71-72. Voilà, ça fait pratiquement 49 ans. Donc 50 ans même, on va dire. Ça veut dire que l'équipe ne va pas bien. L'équipe ne va pas bien. Donc c'est véritablement une crise qui s'est ouverte là au niveau de la maison des Blaugrana. Il va falloir réagir très rapidement. Maintenant, est-ce que le Barça a les moyens de réagir? Toute la question est là. Par contre, ça va bien pour le Bayern qui réussit 8 buts en 2 matchs et face à des équipes Benfica et Dynamo Kiev. Le Barça a pris 3, Dynamo Kiev a pris 3. On attend le tour de Benfica. C'est ça. Donc c'est intéressant dans ce groupe H, mais le Barça inquiète. 0 points en 2 matchs. Angelo, il faut tout de même dire que ce Barça-là, certes, Messi est parti. On venait de parler de Coman par rapport à l'auditeur, mais il faut dire que Joan Laporta, je pense qu'il est revenu dans un football auquel il doit s'adapter en fait. Joan Laporta, le président. Dans la prise de décision. Ok. Vous savez, Messi est parti tout de suite. Vous jetez le dorsal d'Issa Ansu Fati, à mon humble avis. Aidez le petit à revenir. Vous voulez oublier Messi. Le Barça a-t-il les moyens d'avoir les grands joueurs aujourd'hui? Non, il faut oublier Messi, mais il faut essayer de faire grandir le petit. Trop de responsabilité à ce petit Fati qui a quel âge? Quand on lui donne le dossard 10, est-ce que c'est pour dire qu'il est remplaçant de Messi? En dehors du choix du dorsal, vous voyez, vous sentez. Vous êtes allé aux infos, est-ce que c'est Ansu qui a demandé le numéro 10 ou on lui a imposé? Je ne veux même pas parler. Ah non, allez-y, répondez à ma question. Suivez mon analyse. Non, répondez à ma question. Quand vous suivez... Ansu Fati, le 10, il a pris ou on le lui a imposé? Non, Ansu Fati, à son âge, ne peut pas prendre un dorsal au Barça. Il est trop petit pour ça. Ça veut dire que c'est pourquoi je parle des premiers responsables. On le lui a donné. Oui, c'est pourquoi je parle des premiers responsables du club qui, à mon humble avis, doivent l'aider. Doivent être beaucoup plus... intelligents dans les prises de décision. Parce que quand vous avez un club qui est en reconstruction, Fati, le petit, vous ne pouvez pas le faire sortir en même temps. Parfois, ça marche, mais souvent, il y a des joueurs, de jeunes joueurs qui n'arrivent pas à supporter cette charge-là. Et le talent ou ce qu'il est capable de vous donner, vous risquez de tout bousiller. Mais à quoi servent les joueurs formés aujourd'hui à la Masia? Quand vous formez des joueurs à la Masia,
faites jouer ces jeunes joueurs-là. Mais au même moment, allez progressivement. D'accord. C'est mon ce que vous voulez dire. Moi, je ne pense pas qu'on a demandé à Ansu Fati de remplacer Lionel Messi. C'est vrai qu'il prend le dossard 10, mais ça ne veut rien dire. C'est juste un numéro parmi tant d'autres. Si l'on veut comparer tout de suite Ansu Fati à Messi, c'est aller trop vite en besogne. Ça n'a rien à voir, à mon avis. Rapidement. Je peux comprendre que les décisions au niveau de l'état-major du Barcelone doivent être beaucoup plus réfléchies, mais je ne comprends pas pourquoi une telle fixation sur Ansu Fati. Parce que il fait référence au dossard 10. Il était blessé, il est de retour, on va le juger sur la durée. Maintenant, par rapport à cette équipe du Barça, je pense que la crise, elle est beaucoup plus institutionnelle que sur le terrain. Parce que mais est-ce que le Barça a des joueurs aujourd'hui capable de rivaliser avec les autres? Voilà, le Barça a un effectif limité. Ça, merci de le dire. On ne peut pas le cacher parce que avec le départ de Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez, c'est quand même des grosses têtes qui marquent au moins 25 buts par saison. Qui sont partis, mais je parle des 2 dernières années où le Barça a souffert. Maintenant, est-ce que les résultats du Barça sont en train de surprendre quelqu'un? Je ne pense pas. Non, donc je pense aujourd'hui qu'il faut laisser du temps. D'accord. Au FC Barcelone se reconstruire. De se reconstruire. Comme les éperviers. Ce qui risque d'être assez douloureux pour les supporters et amoureux de cette formation. Et on rappelle d'autres résultats dans le groupe G. La victoire de Salzbourg, 2-1 face à Lille, 1 but partout entre Wolfsburg et le FC Séville. Et puis on parlera de l'Ajax qui a battu Beşiktaş 2-0 grâce à Haller qui est passé par là. Dortmund a épinglé le Sporting Lisbonne. Et puis l'Inter Milan, le Shakhtar qui ont fait 0-0. Et des résultats de la deuxième journée avec la victoire de Lyon 3-0 face à Brøndby avec un doublé de Karl Toko et Kambi. La Real Sociedad et Monaco font 1 but partout. La défaite surprise du Napoli à domicile, 2-3 devant le Spartak Moscou. Et puis 0-0 entre Marseille et Galatasaray. Franck, là aussi, il y a eu tellement d'occasions pour les hommes de Sampaoli, mais il n'y avait pas de réussite au bout. Lorsqu'on voit sur le premier match de cette Ligue Europa, Marseille a complètement dominé la partie avant de se faire attraper en toute fin de rencontre hier face au club turc. C'est une maîtrise, mais il n'y a pas d'efficacité au bout, beaucoup d'occasions, vendangées. Mais j'espère que Marseille ne va pas le payer plus tard parce qu'il y a une double confrontation contre la Lazio qui vient. Donc il fallait profiter pour quand même engranger des points face à ces 2 clubs supposés, on va dire, à leur portée. Donc ça fait 2 points sur 2 sorties. Ça ne ressemble pas trop à un début de saison, on va dire, tout feu tout flamme de l'Olympique de Marseille. Et on s'interroge déjà si cette équipe-là pourra sortir des poules de la Ligue Europa. On attend de voir. Et cette fois-ci, c'est le moment de parler des majeurs. On démarre avec Première Ligue Express News. Nous parlons de ce match importantissime entre Liverpool et Manchester City. On fait rapidement le tour de table. Oui, il y a 2 équipes qui se connaissent très bien, les 2 derniers champions du Royaume. Oui, c'est un match ouvert et ça va se jouer parce que vous savez, Man City revient d'une blessure au niveau du Parc des Princes. Liverpool qui Man City, telle est la chasse. Liverpool qui sort d'une victoire ô combien importante face au Porto, 5-1, une victoire prolifique où Salah, Mané, Firmino se sont illustrés. Donc je pense que le moral est beaucoup plus du côté des restes de Liverpool. Maintenant sur le terrain, c'est tout autre chose qui se passe et je pense que c'est quand même deux tacticiens qui vont s'opposer, 2 tacticiens qui se connaissent très bien depuis qu'ils sont arrivés en Premier League et surtout qui se sont discutés beaucoup plus de trophées que les autres entraîneurs. Donc ça va se jouer avec aujourd'hui ce trio reformé du côté de Liverpool. Ce n'est plus Firmino qui fait partie de ce trio Salah Mané, mais plutôt Diogo Jota qui est en train de faire tout simplement son petit bonhomme de chemin. Du côté de City, on sait que Gabriel Jesus, malgré qu'il fait la cour à Guardiola en marquant contre Chelsea, n'est toujours pas impliqué
dans les premiers choix de Guardiola, c'est plutôt Mahrez, c'est plutôt Sterling, c'est plutôt Bernardo Silva qui sont les têtes d'affiche de l'autre côté. Donc je pense que ce sera un match très ouvert qui sera quand même très compliqué au niveau du score, mais on attend quand même, en tant qu'observateur, de se réjouir tout simplement de ce derby. Et ce match a lieu dimanche à 15h30, à suivre avec nos partenaires de Canal+. Et les autres matchs pour le compte de la 7e journée de Première Ligue. On aura Manchester United face à Everton samedi à 11h30, Burnley-Norwich, Chelsea, Southampton, Leeds, Watford, Wolverhampton, Newcastle United et peut-être un troisième succès de suite pour Arsenal qui se déplace du côté de Brighton. Et l'on parle désormais d'un autre majeur. Aquí está la Liga Española. 8e chapitre de Liga Espagnole. Franck Lunyama, Wanda Metropolitano, l'Atlético de Madrid. Luis Suarez, attendent le Barça. Ouais. Le Barça, c'est un match que déjà beaucoup pensent que c'est déjà plié. L'Atlético va rouler sur le Barça. Oui, cette équipe sort d'une victoire assez intéressante en Ligue européenne des champions menée. Elle est quand même arrivée à renverser la situation en dominant le Milan 2-1. Et derrière, le Barça qui coule face au Benfica. Oui. Donc c'est, on va dire, deux sentiments diamétralement opposés. Quelqu'un qui a reçu un coup de marteau derrière la tête et puis quelqu'un qui, on va dire, sort d'une victoire. La balance penche forcément du côté de l'Atlético Madrid qui reste le champion en titre et qui fait des choses de la meilleure façon que le Football Club Barcelone. Donc on peut donner un certain avantage au groupe à Diego Simeone face au groupe de Ronald Koeman qui ne va pas du tout bien. C'est un match qui, on peut le dire, oui, ne va pas ressembler à un autre, mais sur les dernières performances, on n'hésite pas à dire que l'Atlético doit pouvoir prendre le dessus. Et pourquoi pas, début de Griezmann, de Luis Suarez. Ansu Fati sera forcément titulaire pour son retour avec cette équipe du Barça, tout comme les deux de Jong, Luc et puis Frenkie, qui sont désormais tête de gondole du côté du Barça, tout comme Memphis Depay. Qu'est-ce qui vous fait sourire autant? Mingueza, Araujo et voilà les noms. Ce sont les noms, parce qu'on sait que quand le Barça est en forme, la plupart de ces joueurs-là ne seraient pas titulaires. Et vous savez, c'est aussi ça, il faut savoir souffrir à un moment. N'est-ce pas? Pour la dernière fois que le Barça a été en forme, mais ça date. Hein. Ah oui. Oui, mais vous avez la date? Avec Messi. Non, avec Messi et on va continuer de parler de la Liga. Vous gardez le micro, Noël. On va parler de l'Espagnol Barcelone qui va accueillir le Real Madrid également, qui est attendu pour une réaction après cette déconvenue en Ligue des Champions. Oui, je pense que le Real Madrid a obligation de revenir quand on veut se sentir à l'aise, quand on Nous parlons du leader, hein. Oui, quand on ne veut pas se mettre plus la pression, il faut tout de suite revenir face à l'Espagnol Barcelone. Vous savez, c'est quand même un club qui sait bien jouer les troubles faits, hein. L'Espagnol Barcelone, ça tient le bout et ça vous plante un but. Mais en matière de qualité, le Real est devant. Non, en matière de qualité, le Real est largement supérieur, prend le dessus sur... J'aime votre fair play quand vous reconnaissez ça. Oui, c'est bien. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le Real est maître en Liga. De l'Espagnol Barcelone. Maintenant, le souci du Real, c'est... Vous l'avez toujours dit, hein. La défense et le milieu. Non, la défense et l'attaque. C'est vrai. La défense et l'attaque. Mais vous avez une attaque la plus prolifique en Europe aujourd'hui. Benzema, 9 réalisations en 8 matchs. Et avec Vinicius, 5 réalisations. Le duo le plus prolifique en Europe. Mais il n'est pas d'accord. Le duo le plus prolifique en Europe actuellement. Oui. Maintenant, on verra d'ici 3 mois, d'ici 6 mois. Parce que on est en train de faire une analyse actuelle. Donc je ne pense pas que le championnat, c'est de l'endurance. Si vous êtes la meilleure attaque, la plus prolifique, et face à un petit poussin venu de nulle part, shérif qu'on ne connaît pas, vous perdez à domicile à Santiago Bernabéu. Si mon analyse, ça vous met la pression. Et quand ça vous met la pression, vous avez obligation, c'est ce que je dis, de rebondir je pense qu'il faut pas aussi, à l'Espagnol Barcelone. Il faut pas aussi. Quand vous êtes un attaquant,
attaquant, vous mettez des buts, ça vous donne de la confiance de continuer. Vous êtes un attaquant, vous ratez des buts, ça vous donne le doute, ça sème le doute et vous risquez de dégringoler. C'est pour cette raison que Benzema n'a jamais été pititi en Ligue espagnole. Évidemment, mais on ne va pas aussi minimiser Chérif. Je reviens sur... Voilà quelque chose contre Benzema, je ne sais pas. On parle de la Liga de l'Espagnol Barcelone. Ok, je parle de la Liga. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec le Real aujourd'hui qui est tout simplement maître de la situation. D'accord. 15 réalisations et 15 points en tête de la Liga. Oui. Il n'y a pas meilleure équipe que le Real en Liga aujourd'hui. C'est vrai, Noël parle de la défense. Il ne faut pas oublier que le Real a perdu 2 des meilleurs défenseurs au monde. Varane et Ramos sont et pourquoi ils ne l'ont pas remplacé? Sans que la relève ne soit pas prête. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a faute Nacho. À Pérez. Ils les ont lâchés. Non, pas la faute à Pérez, parce que moi, je donne plutôt la faute à Nacho et à Militao qui ne se sont pas préparés d'avance. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que les départs de Varane et Ramos n'étaient pas aussi préparés. C'était comme venu comme ça. Voilà. Comme des surprises. Donc, il va falloir donner un peu plus de temps à cette défense-là de revenir. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas aussi minimiser Chérif. Chérif a quand même éliminé. Il insiste à revenir sur Chérif. Chérif a la parole. On va passer. Rétafé, ça fait 7 matchs, 7 défaites. On a du mal à le dire. Le 8e chapitre de Liga, ce sera Rétafé face à la Real Sociedad. Real Sociedad, c'est pas un club aussi de référence dans la Liga. J'espère que Dienda Konam, le capitaine des éperviers, et ses coéquipiers vont pouvoir arrêter l'hémorragie. Ça ne sent pas bien du tout pour cette équipe. Et moi, le regret, je le dis toujours, c'est que le capitaine des éperviers n'a pas su quitter le navire au bon moment, parce qu'il avait les moyens d'aller chercher ailleurs. Maintenant, sur ce match, un club qui a joué 7 matchs sans avoir gagné aucun. Le doute s'est installé depuis très longtemps et ça va être très compliqué face à Real Sociedad. On suivra ce match dimanche à partir de 16h30 du côté de la Liga espagnole. Fini justement pour ce majeur et l'on ouvre l'autre. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Total Bundesliga, on s'intéressera au match du leader, le Bayern, et puis on parlera de Hoffenheim. Oui, lorsqu'on prend le Bayern de Munich qui contrôle la compétition, cette équipe reçoit Francfort qui est classé 14e, ce qui veut dire sur le papier déjà, la différence est déjà là. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est une partie qui s'annonce, on va dire, facile pour le leader bavarois. Mais on attend de voir. Faut pas trop jouer sur le complexe. Exactement. Ça peut toujours faire des problèmes. Lorsqu'on prend Hoffenheim qui fait un déplacement sur les installations de Stuttgart. Hoffenheim est actuel 9e et puis Stuttgart 13e. C'est 2 clubs qui se forcent pour revenir un peu dans la première partie du tableau. Donc, et surtout pour Bébou, il faut se mettre dans des meilleures conditions avant le match double confrontation Togo-Congo, Congo-Togo. Oui, c'est très important pour lui. Il doit pouvoir s'affirmer dans cette équipe. Il a eu quelques blessures qui l'embêtent. Mais bon, lorsqu'il commence par jouer 75 minutes, ça veut dire que physiquement, il est déjà en place. Donc Stuttgart... Vous n'avez pas besoin de dire ça. Stuttgart, c'est un club aussi imprévisible, donc attention. D'accord, c'est bien noté. Les autres matchs, ça commence déjà ce soir avec le match entre Cologne et puis Greuther Fürth qui est le dernier. Oui. L'apprentissage est compliqué pour ce promu-là. Exactement. Ce n'est pas aussi forcément bien pour Cologne 7e, mais qui peut prendre des points. De l'autre côté, on a Dortmund et Augsbourg. Cette équipe de Dortmund est favori sur ce match. Haaland sera là ou pas? Bon, pour le moment, c'est un peu limite, mais vous savez... ça fait 2 matchs qu'il ne joue pas. Oui, ça peut jouer. Hein. C'est un joueur solide. Attention, qui peut revenir Lewandowski peut prendre le large. Ah oui. S'il ne joue pas surtout. Son ambition, c'est de lui prendre le titre cette année, mais les blessures ne le lâchent pas. Ça ne va pas bien pour le moment. Voilà. Wolfsburg va jouer contre Mönchengladbach. Oui. C'est un match intéressant aussi. Hertha Berlin face à Fribourg. Leipzig, ça ne va pas. 10e au classement pour le moment. Après
6 journées. Joue contre Bochum, 17e. Les premiers se partagent les dernières places. Mayence joue contre Union Berlin et puis Arminia Bielefeld contre le Bayer Leverkusen. Un match déséquilibré puisque Arminia est 16e et le Bayer Leverkusen est 2e. En tout cas, Leverkusen aujourd'hui avec sa coqueluche Florian Wirtz, qu'on ne présente plus. En tout cas, un joueur très très intéressant pour l'avenir du football allemand. Dankeschön, Herr Nuyama. Et cette fois-ci, on va essayer de parler une autre langue. Benvenuto Calcio Italia. On aura un grand derbissimo entre le Torino et la Juventus Turin. Quel est l'état de forme de cette équipe de la Juve, aujourd'hui classée 10e? Oui, est-ce que le titre de champion est en train déjà d'échapper? Ou bien Connery? La question reste posée. Et on suivra également un autre match dimanche entre l'Atalanta Bergame et le Milan AC. En tout cas, 2 équipes, je vous vois secouer la tête. Deux équipes qui savent jouer au ballon et qui marquent assez de buts. Oui, qui marquent de buts. Maintenant, quand on prend les performances en milieu de semaine, on sent quand même que le Milan a sûrement ou forcément... Les deux étaient en Ligue des Champions. Le Milan a pris un coup. C'est vrai, cette remontée de la formation de l'Atlético ne doit pas faire du bien à cette équipe du Milan AC. Maintenant, quand on voit que l'Atalanta a difficilement battu Young Boys 1-0. Young Boys qui sait bien battre la formation de Ronaldo Man United. Ça veut dire que cette formation de l'Atalanta a quand même de l'ascendance. Il y a quand même ce mental-là qui est bien aguerri pour aborder cette rencontre. Maintenant, pour le problème du Milan, c'est quand vous prenez 2 buts de cette façon-là face à l'Atlético Madrid, quand on sait un peu ce que peut faire l'Atalanta avec des Zapata et consorts qui sont bien colosses et robustes, qui maltraitent votre défense. Attention, Milan, c'est... Attention. N'est-ce pas? Vous le dites si bien avec toute la prudence du monde. Et autre match à suivre du côté de cette Serie A italienne, la 7e journée ou le 7e acte, si vous voulez. On aura Sassuolo face à l'Inter Milan également qui est obligé de réagir autrement. On suivra Bologne face à la Lazio Rome, Fiorentina Napoli de certains Victor Osimhen. Et pourquoi pas le match de l'AS Rome, ce sera quelle équipe là? L'AS Rome reçoit la formation d'Empoli pour José Mourinho. Pourquoi pas gagner encore un 5e match de la saison. Fini justement pour la Serie A italienne et on boucle le tour des majeurs avec Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Le match qui nous intéresse, oui, dans cette Ligue 1, le 9e épisode, c'est le derby du Rhône. Le derby rhodanien, si vous voulez, l'AS Saint-Etienne qui est complètement au fond du trou face à l'Olympique lyonnais, Franck Nuyama. Oui, là aussi, Claude Puel est en train de peut-être vivre ces derniers moments à la tête des Verts. À la tête des Verts, c'est très compliqué pour lui. Il a été enrôlé pour permettre à cette équipe de retrouver un niveau. Mais avec son arrivée, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment avec le gardien traditionnel de la maison, qui finalement est parti. Vous parlez de Ruffier. Ruffier, voilà. Qui est finalement parti. Et depuis, il n'a pas réussi à redresser la barre. C'est très compliqué. On sait que ce derby est important pour cette région française, mais sur le papier, compte tenu des résultats enregistrés par Lyon, Lyon est nettement au-dessus, mais un derby, attention, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et surtout que le Saint-Etienne n'a pas encore engrangé la moindre victoire en 8 matchs. Dans quel état d'esprit on peut aborder un tel match? Très compliqué et très difficile à percevoir quand on connaît un peu la ferveur du côté des supporters de Saint-Etienne. C'est un peu comme les supporters qui ont même réclamé la démission de Claude Puel. Qui ont déjà réclamé la démission de Claude Puel, justement. Claude Puel qui a déjà même fait Lyon. Donc je pense qu'il connaît un peu les secrets de Lyon. Et la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. Mais c'est très difficile pour lui en ce moment parce que en 8 matchs, quand vous n'engrangez aucune victoire, c'est beaucoup plus difficile de gagner un tel derby. Je pense qu'aujourd'hui, Lyon, avec tout l'effectif, tous les potentiels, les individualités qu'il y a de leur côté, je ne veux pas dire que Lyon va gagner, mais sur le papier, c'est très défavorable pour Saint-Etienne.
Maintenant, Saint-Etienne va devoir compter sur un autre match pour se relever, mais compter sur le match face à Lyon, je ne pense pas, parce que... Oui, justement. Oui, mais ça n'enlève rien à ce que Lyon... Pour vous, il y a beaucoup plus de certitude côté lyonnais. Oui, il y a beaucoup plus de certitude stéphanois. côté lyonnais, parce qu'on sait que Saint-Etienne aussi a quand même perdu quelques joueurs la saison dernière, et surtout avec la méforme de certains joueurs qu'on promet à un moment. Denis Bouanga, qu'on ne voit plus. Charles Abi, qui est là, mais voilà, qui ne sont plus aussi ponctuels. Je pense que c'est très difficile pour Saint-Etienne de rêver une victoire, et donc il va falloir quand même peut-être se projeter sur l'avenir. Sur l'avenir, et dernièrement, on a appris ce match entre Saint-Etienne et Nice. Denis Bouanga qui a décidé d'aller prendre sa douche au lieu d'écouter Claude Puel dans son débrief. Vous comprenez que vraiment, il y a une déliquescence au sein de cette formation des Verts, en tout cas très légendaire dans le football, dans l'histoire du football français, mais aujourd'hui qui est complètement en dedans. Lille reçoit Marseille. Là aussi, il y a match, parce que même si, voilà, Lille en Ligue des Champions, Marseille en Ligue Europa, est-ce que la fatigue aura quand même un poids sur les deux équipes? Oui, c'est normal. On sait que ce soit Marseille, que ce soit Lille, entre guillemets, ces deux formations ne sont pas taillées pour ou n'ont pas l'étoffe nécessaire pour faire en même temps une belle prestation en Ligue des Champions ou en Europe, et revenir le week-end en championnat et produire en même temps, je dirais, un jeu ou élever le rythme. C'est l'une des difficultés de ces équipes. Oui, de ces équipes. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on dit au jour le jour que le championnat français est en train d'être relégué au dernier rang. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, a ce coffre-là qui lui permet quand même. Le Paris peut jouer avec un autre effectif en championnat, jouer avec un autre en Ligue des Champions. Exactement. Maintenant, quand on prend les autres clubs, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui doivent être entre les compétitions continentales européennes et revenir en même temps. Donc, et même en sélection également, il y en a certains qui sont les mêmes joueurs. Donc ça veut dire que cette rencontre-là va être très difficile. Maintenant, quand on prend le classement, Marseille est quand même en troisième. Lille, je pense, Lille est 9e. Donc vous voyez un peu qu'il y a une petite différence, parce que l'écart n'est pas aussi considérable. Grand, Maintenant, la formation de Sampaoli avec... il n'y a que 3 points. Oui, avec ce qui s'est passé en Ligue Europa face à Galatasaray. Vous attendez leur réaction? Oui, ils doivent réagir. Ils doivent réagir parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont quand même eu des opportunités dans cette rencontre face à Galatasaray. Mais les attaquants étaient mieux. Notre ami Mamadi qui... Il a eu aussi il a loupé des occasions. Donc, je dirais que c'est une opportunité qui est donnée à cette formation de l'OM de rebondir. De bien rebondir. Maintenant, on sait quand même que Lille, il ne faut pas l'oublier, vous venez de le dire, c'est le champion en titre. Donc, face à Marseille, on sait que quand on va gagner, ça va encore faire du vent. On doit vendre cher sa peau du côté des Dogs. Et on rappelle également que Rennes va jouer contre le Paris Saint-Germain à domicile. Et mine de rien, nous sommes arrivés au terme de cette randonnée. Franck Lunyama, quelques personnes à saluer avant de redonner l'antenne à Théo Ajavon. Bonjour à tous les auditeurs fidèles, surtout les inconditionnels de cette émission. Et puis bon mois d'octobre à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, bon début de mois d'octobre à tout le monde. Je confirme que ce mois, c'est le mois des stars. Et donc, le mois des stars? Oui, le depuis mois quand? des stars. Si vous scrutez, on va scruter. On en parlera lundi. Le mois des stars. Mon cher Noël, vous n'êtes pas juste star. Non, je suis juste star. Je vais saluer tous ceux qui nous suivent tous les jours, tous les amis de la plateforme. Peu à peu, on se taquine de voilà, justement. Encore une fois, joyeux anniversaire à la directrice, son attelle, elle se reconnaît. Ah oui. Et bien de choses pour ce nouveau jour, que tout marche normalement, beaucoup de grâce, protection, et que le reste suive. Voilà qui est dit. Messieurs, on a eu le plaisir de vous entendre dans cette émission. Mille merci à vous. On se donne rendez-vous lundi, toujours sur la même chaîne, le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien, take care et surtout paix, lumière, unité à toutes et à tous. Ciao, ciao.